Merci de vous savoir nombreux téléspectateurs, téléspectatrices et internautes à notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, nous sommes au 29e rendez-vous. Nous allons décortiquer avec vous ce qui s'est passé au Qatar. Une déclaration imposée aux deux parties. C'est la question que nous nous posons parce que la déclaration ou les déclarations signées dépassent tout entendement. Nous allons essayer de voir les contenus de cette déclaration ou de ces déclarations et à quoi ça rime et à qui ça profite. Merci de vous savoir nombreux, comme je l'ai dit. Et mercredi le 23 avril 2025, deux communiqués séparément diffusés à intervalles séparés dans deux endroits différents, l'un à Goma, l'autre à Kinshasa, annonçaient les espoirs pour la fin de la crise, si vous voulez la fin de la guerre. Mais prenons plus la fin du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais étudions ces communiqués du point de vue de la forme. Du point de vue de la forme, on peut se dire que ceux qui ont fait ces communiqués, ou celui qui a fait ces communiqués, s'est moqué du peuple congolais. Et il a pris le peuple congolais comme des idiots. Pourquoi? D'abord, on dit déclaration conjointe. En réalité, ce n'est pas une déclaration conjointe, parce que nous connaissons les us et coutumes des déclarations conjointes. Et quand nous observons le deux textes, nous notons, un, que le texte est séparément signé par chaque délégation. Chaque délégation, même si le texte a le même contenu, les mêmes mots, chaque délégation a signé séparément. Et comme je l'ai dit, la délégation du gouvernement a signé à Kinshasa, la délégation du M23 AFC a signé à Goma. Et chaque texte porte un logo différent. S'agissant du gouvernement, le logo c'est bien la République démocratique du Congo, et s'agissant du M23, le logo c'est l'AFC M23. Alors, un texte pareil est-il un texte conjoint ou un texte fabriqué dans un laboratoire? C'est la question que nous nous posons. Le texte du gouvernement est signé par Papi Mbouyi Kangoudi, délégué du gouvernement aux négociations, et le texte de l'AFC M23 est signé par Lawrence Kanyuka à Goma, point focal de l'AFC M23. Est-ce que Lawrence Kanyuka était à Doha? Est-ce que Papi Mbouyi était à Doha? C'est des questions que tout le monde peut se poser. Nous savons que Goma et Kinshasa sont séparés à plus de 2000 km. Et les deux textes portent la même date. Mais les deux textes ont chacun un caractère ou police différent. Le caractère ou la police, c'est lorsque nous sommes sur nos ordinateurs, nous choisissons la police. Est-ce que nous voulons telle police ou telle? Il y en a tellement nombreux que nous choisissons chaque police qui convient. Et quand vous regardez le deux textes, c'est-à-dire que les deux textes ont été lus, vraisemblablement, ont été lus et chacun a saisi avec le caractère ou avec la police qui lui convient le mieux. Donc, la question que nous nous posons, elle est simple. Comment une déclaration conjointe ou dite conjointe, obtenue après négociation, peut-elle être signée séparément? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, elle est simple. Pourquoi la déclaration ne porte pas la signature du témoin médiateur? Ils étaient quand même au Qatar, à Doha. Les négociations se font sous la médiation du Qatar. Mais comment une même déclaration dite conjointe ne porte pas la signature du témoin médiateur? Quelle est la garantie que cette déclaration donne au peuple congolais pour envisager la fin de ce conflit? La réponse, elle est simple. Les négociations n'avaient pas abouti. Tout le monde le sait que les négociations n'avaient pas abouti et que les délégations ont quitté Qatar le 18 avril 2025. Et pourquoi les négociations n'ont pas abouti? Parce que le M23 avait présenté parmi les conditions une liste de 700 personnes détenues à Kinshasa qui devaient être libérées.
le gouvernement congolais a libéré 5 personnes, mais le M23 avait estimé que les 5 personnes, ils ne les connaissaient pas. Simplement parce que les 5 personnes libérées sont tous de Wamba, donc de chez Corneille Nangaa. Donc, ce sont les personnes appartenant à Corneille Nangaa ou à l'AFC. Et là aussi, ça soulève une autre question. À quel moment le problème du M23 devient le problème de l'AFC? À quel moment le problème, la coalition AFC-M23 est une coalition sincère sur les mêmes objectifs? Parce que les 5 personnes libérées, dont une députée provinciale de Wamba, Wamba c'est dans la province de Haut-Ouélé, dont la capitale est Isiro. Comment les gens arrêtés pour participation à un mouvement insurrectionnel ne sont pas reconnus par le M23, l'AFC M23? Donc, les 2 délégations se sont séparées au bout d'une discussion qui n'a pas abouti. Mais la question, elle se pose encore. Comment les deux délégations qui se sont séparées le 18 avril signent séparément le 23 avril un autre communiqué ou un communiqué conjoint? Et la réponse est simple, c'est qu'il y avait une injonction faite avec des menaces de pression. Alors, la question, l'injonction est venue d'où? C'est à chacun de répondre, de trouver la réponse. Il y a eu une injonction. Nous savons aussi que le 21, si ma mémoire est bonne, ou le 22 avril, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a rencontré M. Massad, le représentant Afrique de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que c'est à partir de cette rencontre-là que l'injonction a été donnée? Et si oui, les 2 parties n'ont pas eu le temps de se retrouver pour signer ensemble les communiqués, et ils l'ont appelé abusivement communiqué conjoint. Et comme ils nous prennent pour des idiots, ils ont repris les mêmes phrases tout en signant chacun là où il se trouve et en mettant le lieu où il se trouve. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de la forme du communiqué conjoint. Le communiqué, il n'est conjoint que dans la tête de ceux qui l'ont signé, mais en réalité, ce communiqué n'entre pas dans les us et coutumes d'un communiqué conjoint ou d'un accord conjoint où il est signé avec des témoins qui doivent suivre effectivement l'évolution de la mise en œuvre de cet accord ou de ce communiqué ou de cette déclaration. Alors, la question, elle est simple. C'est un marché de dupes. Est-ce que réellement, ce qui a été signé peut être appliqué? Alors, pour répondre à cette question, nous prenons simplement uniquement le paragraphe 4 de ce communiqué. Je l'ai dit tantôt que le 2 communiqués ou le même communiqué a été dupliqué avec les mêmes mots, les mêmes points, les mêmes virgules, la même ponctuation par les 2 parties au conflit, par les 2 protagonistes. Alors, le paragraphe 4 dit ceci, je vais lire: les 2 parties conviennent du respect des engagements, sans dire quelles seraient les sanctions si jamais ces engagements ne sont pas respectés. Le respect des engagements ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Alors la question elle est simple. Comment rétablir cette paix sans impliquer les pays de la région? Les 2 parties, c'est-à-dire le gouvernement congolais et l'AFC M23, ils signent un engagement qui va aboutir à une paix dans la région. Comment établir cette paix dans la région? Nous savons, que la RDC accuse le Rwanda d'agression de son territoire et du soutien aux rebelles du M23. On sait que le Rwanda nie son soutien et surtout nie la présence de ses forces spéciales aux côtés des rebelles du M23. 2. Nous savons que le Burundi accuse le Rwanda de soutenir le rebelle de Red Tabara pour les déstabiliser. 3. Nous savons que le Rwanda accuse la République démocratique du Congo de soutenir les FDLR et d'avoir une politique d'extermination de la minorité Tutsi. Alors, comment l'AFC M23 va amener la paix dans la sous-région sans
impliquer les pays de la région. Donc directement, nous voyons la feuille de route de Luanda qu'on a expressément mise de côté. Alors, la question se pose, comme je l'ai dit tantôt, un groupe rebelle a-t-il le droit et le pouvoir d'engager les États pour leur imposer la paix? La réponse, elle est non. Un groupe rebelle ne peut pas imposer la paix à des États, à des gouvernements souverains, à des pays souverains. Donc là aussi, on est en train de tromper la population. Ce n'est pas le M23 qui peut imposer la paix dans la sous-région. Le M23 n'est qu'un mouvement insurrectionnel. Le deuxième volet de ce paragraphe 4, dont l'objet est le dialogue, dit ceci: le dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours. Là aussi, on ne doit pas être dupe. Lorsque nous interrogeons l'histoire, le M23, première version, a pris la ville de Goma en novembre 2012. Et on a engagé des négociations qu'on a appelées les pourparlers de Munyonyo à Kampala. Alors, lors de ces pourparlers, le M23 a fait une révélation fracassante. Parce que le M23 a dit ceci: vous voulez mettre fin à 30 années de décennies de guerre, 30 années de conflit au Kivu, il faut nous écouter. Et le président Museveni a appelé le gouvernement congolais à prêter attention, à prêter oreille, à écouter les revendications du M23, qu'ils ont appelées eux-mêmes les doléances légitimes. Alors, quelles sont les doléances légitimes? Je vais citer le représentant du M23 pour parler de Munyonyo, qui s'appelle François Rukogoza. Voici ce que François Rukogoza a déclaré. Les causes profondes des conflits qui nous lient à vous, ne sont jamais traitées. Parce que le gouvernement de Kinshasa a toujours cherché à nous éradiquer définitivement de la RDC. On doit cesser d'accuser les populations rwandophones d'être des Rwandais. Donc, le conflit, les causes du conflit, ce sont les populations rwandophones qu'on veut exterminer, qu'on veut éradiquer et qu'on accuse de Rwandais selon François Rukogozi, qui était le chef de la délégation du M23. Alors, ils ont présenté effectivement ces doléances légitimes. Nous n'allons pas aller loin, nous allons prendre seulement quelques articles, je vais lire rapidement. Article 5 du projet des accords avec le gouvernement congolais. Ça, c'est le projet des accords présenté par le M23, ancienne version. Voici l'article 5, ce que ça dit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo doit déclarer le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Ouélé, le Maniema et Tanganyika une zone sinistrée qui devra jouir 1. D'un statut administratif particulier, 2. D'un plan de développement spécial, 3. Une large autonomie fiscale et financière, 4. Un programme spécifique de sécurisation pour la concrétisation des différents accords régionaux. L'article 7 dit ceci: afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à les faire participer à la gestion des institutions nationales par les biais 1. du gouvernement central, 2. de la diplomatie et chancellerie, 3. des entreprises publiques, 4. du gouvernement provinciaux, 5. de l'état-major général, des FRDC. L'article 9 dit ceci: en vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à promulguer une loi d'amnistie pour faits de guerre, faits insurrectionnels, couvrant la période du 7 mai 2009 jusqu'à ce jour. Nous revenons sur le problème de l'amnistie. Et finalement, l'article 12 dit ceci: conformément à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba, le M23 s'engage à mener des opérations conjointes, des opérations militaires conjointes avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, sur une durée de 5 ans renouvelable. Tout cela est contenu dans ce livre, Balkanisation de la République démocratique du Congo, mythe et réalité,
préfacé par Didier Momengi et postfacé par le professeur Cyril Moussila, sorti aux éditions Scribe en 2022. L'auteur, c'est M. Nikes Kibelbel Oka qui vous parle. Lorsque vous lisez les pages 194 à 198, vous retrouvez tout ce que je viens de vous dire. Donc, ce n'est pas une invention. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est que finalement, le M23, ancienne version, réclame un fédéralisme qui va diviser les pays en deux. La partie Est, c'est-à-dire du Tanganyika au Katanga, jusqu'aux Ouélé, devrait être gérée pendant 5 ans par le M23, avec son armée, avec son gouvernement, avec sa fiscalité, c'est-à-dire ses finances, pendant 5 ans renouvelables une fois. Mais pendant les 5 ans, que devient la République démocratique du Congo? Voilà, quand nous regardons le document conjoint, les textes conjoints, la déclaration conjointe, on nous dit que nous devons aborder, le gouvernement congolais doit aborder les causes profondes de la guerre. Pendant 30 ans, nous avons commencé par l'AFDL, la guerre de la nationalité de Banyamulenge. Nous sommes arrivés au RCD Goma, la ORCD. Nous sommes passés au CNDP, M23, et voilà, aujourd'hui, nous sommes à M23 New Look. Maintenant, la question, est-ce que Corneille Nangaa avec l'AFC prendra où elle est et le reste sera laissé au M23? Vous comprenez pourquoi aussi à Ituri, on a déjà contacté Thomas Lubanga, parce que si le M23 peut prendre les Kivu, le nord et le sud Kivu et le Maniema, un Iturien devra prendre l'Ituri et un Ouélien, si vous acceptez les termes, devra prendre l'Ouélé, et donc voilà l'AFC. Et vous comprenez que effectivement, ce qu'on demande, c'est le plan de la balkanisation. S'il y a des Congolais qui doutent, qui disent que ce plan n'a jamais existé, mais vous en avez la preuve, alors la question, elle est simple. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, quel est ce Congolais qui peut accepter que RDC puisse être balkanisé? Quel est ce Congolais-là? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, si vous avez aimé, likez, partagez, mais nous avons besoin de vos réactions parce que cela peut nous guider. C'est le sort du Congo qui se joue, malgré les pressions qu'on met sur le gouvernement congolais, mais le vrai problème qui se pose, c'est le problème non seulement de pillage des matières premières, mais surtout le problème de l'expansionnisme, le problème de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Prenez rendez-vous avec nous, nous prenons rendez-vous avec vous pour la prochaine édition et nous vous souhaitons bonne journée.